今からはミッシェルの弟にあたるベルナール・グロが引き継いだドメインのグロフレレスールを訪問させていただきます。2009年から世代交代が進んで、現在そのドメインを運営しているのはベルナールの息子、バンさんです。Bonjour, bienvenue au domaine Gros Frères et Sœurs. Je m'appelle Vincent Gros, je suis né dans une famille de viticulteurs à Vosne-Romanée, la famille Gros, né en 1987, j'ai donc 33 ans. J'ai étudié dans un premier temps la viticulture et l'œnologie à Beaune, et puis ensuite j'ai eu la chance de faire 2 années d'études musicales à Paris. Je suis revenu au domaine en 2009, donc date de mes premières expériences au domaine Gros Frères et Sœurs euh, en tant que vinificateur. J'ai eu la chance de travailler un petit peu à Château-Mauredon, à Châteauneuf-du-Pape. Euh, le but étant de voir une structure d'une autre taille, euh, donc qui vinifie 250 hectares. Avec ma sœur Elodie, nous représentons la 7e génération de viticulteurs donc on va dire dans cette lignée familiale. Tout a commencé en 1830 par Alphonse Gros, et aujourd'hui donc le domaine Gros Frères et Sœurs a été créé en 1963 et a uni les parts de Gustave, donc qui était mon grand-oncle, et Colette, donc sa sœur, donc ont créé leur propre domaine en 1963. En 1980, mon père les a rejoints aux côtés de Gustave, et a travaillé 4 années avec son oncle, qui est décédé. Et suite à cela, mon père a travaillé avec sa tante, donc Colette, jusqu'à aujourd'hui, puisque Colette, depuis 1963, ça fait aujourd'hui 57 ans qu'elle travaille au domaine. Donc au domaine, nous sommes 3 générations à travailler ensemble. Donc l'anecdote du piano, en fait, c'est un peu lui qui est à l'origine du projet dans cette cave, euh, puisque ce piano a été acheté par mon père il y a plus de 10 ans, même 15 ans maintenant, parce que voilà, c'était un de ses rêves. Nous avions le piano, mais nous n'avions pas la salle pour le mettre. Ça a été chose faite en 2009, quand cette salle a été terminée. Le piano a pu venir dedans, et aujourd'hui, c'est la table de dégustation où nous accueillons les différents clients qui viennent au domaine. Alors pourquoi le piano? Ma sœur joue du piano, mon père joue du piano, je joue aussi également du piano. Donc nous sommes une famille de musiciens amateurs, mais en tout cas qui aimons la musique. Aujourd'hui, nous travaillons sur 25 hectares, 25 hectares, 12 appellations, 2 cépages différents, le pinot noir en rouge et le chardonnay en blanc. Pour la répartition des cépages, d'abord, le chardonnay représente 15% du vignoble, et 85% en rouge pour le pinot noir. Ensuite, nous avons deux secteurs géographiques. Un secteur géographique qui va être planté en vigne basse, à savoir 10 000 pieds hectares, donc qui va couvrir les appellations Grand Cru, Vosne-Romanée Premier Cru, donc Vosne-Romanée Village, Bourgogne également en appellation régionale, et tout le secteur des Hautes-Côtes de Nuit va être quant à lui planté en vigne haute,
à savoir 4800 pieds par hectare. Alors, les productions sont très variables suivant les années. Ces dernières années, elles ont tendance à être moindres par rapport à celles que nous avions dans le passé, étant donné on va dire les accidents climatiques, notamment le réchauffement, donc qui fait qu'on a moins de rendement en jus parce qu'il y a très peu d'eau, donc des petites années, mais une bonne année en tout cas pour nous représente 120 000 bouteilles qui sont commercialisées en grande partie à l'export. Le marché asiatique étant le premier marché, en tout cas pour l'exportation au domaine. Le Japon reste toujours le numéro un dans l'export, enfin, dans l'importation des vins du domaine. La philosophie du domaine, elle est donc d'abord à la vigne, puisque tout commence à la vigne. Donc nous travaillons en lutte raisonnée, avec la mise en place de pas mal de mesures prophylactiques, donc visant à diminuer au maximum le nombre de traitements dans la vigne, de manière à avoir et le but étant d'avoir des raisins les plus sains et les plus mûrs possibles. Le travail du sol mécanique donc, contribue beaucoup à cela, puisqu'il permet de faire mûrir et d'enraciner au maximum la vigne dans le sol dans lequel elle est établie. Donc les mesures prophylactiques, à savoir la mise en place de l'effeuillage, l'effeuillage précoce, après tout ce qui va être aussi la vendange en verre, de manière à ce que les raisins ne se touchent pas et ne viennent pas faire pourrir les autres raisins. Vous allez avoir aussi le rognage, vous allez avoir plein de mesures comme ça qui vont permettre à la vigne de limiter le nombre de traitements, en tout cas notre interventionnisme de ce point de vue-là. Donc cette cave, donc, qui se trouve sous la maison principale, c'est une des plus anciennes caves que nous ayons au domaine. C'est une cave qui se situe au niveau du sol, on va dire, une partie de la Romanée Saint-Vivant, puisque la Romanée Saint-Vivant se trouve dans cette direction. Donc vous avez quelque part, à 100 mètres de vous, une photographie possible d'un sol, en tout cas similaire à celui de la Romanée Saint-Vivant. Donc là, on observe dans cette faille, donc une faille verticale, on observe beaucoup de sédiments, puisque finalement, donc cette faille, c'est ni plus ni moins que le vent et la pluie qui, pendant des millions d'années, a créé finalement des ouvertures au milieu de ces amas de coquillages qui se sont solidifiés et qui ont donné le sous-sol bourguignon. Donc c'est une fossilisation en fait de tous ces coquillages qui aujourd'hui font que les racines viennent se nourrir dans ce type de nutriments, donc l'argile qui permet finalement à la vigne de vivre ici, qui est finalement un sol extrêmement pauvre, puisqu'on se rend compte que, à part les rares failles donc, qui s'ouvrent comme ça, on va dire dans le sous-sol, sinon il y a juste au-dessus une petite couche de terre. Et si on enlevait toute cette couche de terre dans les vignes, on arriverait voilà, sur des sols similaires à ça. Donc sur la viticulture, évidemment tout démarre au niveau du sol. C'est pour ça que le sol doit être choyé au maximum, d'où le travail mécanique du sol de manière à l'aérer au maximum, lui permettant d'avoir un enracinement profond de la vigne, sans avoir des concurrences, on va dire, d'herbes avec la vigne. Donc ce travail mécanique. Ensuite, vous allez avoir le type de taille
Actuellement, nous sommes sur une taille en guyot, donc qui va permettre d'aérer au maximum et de répartir la charge sur le fil de baguette. Euh, En termes de pousse de la vigne, on va travailler également avec les bourgeonnages. Les bourgeonnages, donc, qui va nous permettre de sélectionner les bourgeons qui seront les plus favorables pour la fructification des raisins à terme. Et puis derrière, vous allez avoir euh, le choix sur la hauteur du palissage. Plus un palissage est haut, plus votre vigne aura tendance à quelque part capter dans le sol on va dire des ressources. Et cette hauteur de feuillage va nous permettre de capter le maximum de photosynthèse qui permettra à terme le mûrissement des raisins. Voilà, donc une bonne hauteur de palissage permettra à coup sûr d'avoir des raisins à maturité, même sur des millésimes qui peuvent être parfois compliqués, type 2013, où c'était une année qui était très froide, où on a commencé les vendangers extrêmement tard, et on a réussi malgré tout à avoir un feuillage qui nous a apporté des raisins à maturité, même si dans le temps c'était tard. Alors l'âge moyen des vignes, aujourd'hui on doit être sur une trentaine d'années à peu près sur l'âge moyen. Pratiquement l'intégralité des parcelles a été replantée. Alors on a certaines parcelles historiques qui datent de la Deuxième Guerre mondiale, qui ont été replantées à cette époque-là, et sinon la plupart ont été replantées soit il y a une trentaine d'années, soit les plus récents, on va dire c'est 2001, et tout récemment avec un vin de France qui a été planté juste sur les hauteurs de Vaune-Romanée, qui a été planté en 2014 et 2015. Donc les rendements en vigne basse, ils sont régis chaque année, et en tout cas révisés chaque année. On est plutôt partisan d'avoir des rendements qui soient aux alentours des 40 hecto-hectares. Après, j'ai envie de vous dire, chaque année est différente, et plus vous avez une vendange qui est mûre rapidement, plus vous avez le choix en tout cas de garder cette vendange jusqu'au bout et d'avoir un rendement qui soit favorable. Après, ça c'est pour le secteur des vignes basses, à savoir 10 000 pieds hectares. Quand vous montez au-dessus, donc sur le secteur des Hautes-Côtes de Nuits, là, malheureusement, les rendements sont beaucoup plus bas parce qu'on a des terrains qui sont plus caillouteux, plus pauvres aussi. Donc forcément avec on va dire un bagage pour avoir une quantité, une récolte abondante qui est pratiquement inexistante. On est plutôt sur des 25 hecto-hectares. Donc les vendanges au domaine sont exclusivement manuelles. Pour cette période, on embauche à peu près 45 personnes donc qui vont couper le raisin. Alors la récolte est variable en fonction de l'année. Par exemple, cette année, donc en 2020, nous avons récolté sur 6 jours et demi, quand normalement, une année plus abondante, on est plutôt sur du 12 jours à 14 jours. Les vignes sont dans un périmètre de 5 km pour les plus éloignés, donc c'est sûr que le domaine, le raisin est acheminé très vite au domaine. Le raisin ensuite est trié sur place au domaine, et ensuite il est égrappé, puis mis en cuve par la suite. Vignobles par rapport aux vignes basses, les vignobles sont sur un secteur géographique à une altitude plus élevée. Nous avoisinons les 400 mètres d'altitude, quand les vignes basses sont à 250 mètres d'altitude. Donc, ce qui nous change forcément, ce qui nous crée un décalage entre les deux. Un décalage à la fois pour les dates de récolte, ce qui nous permet de changer, en tout cas d'adapter notre date de récolte
à savoir qu'on commence toujours par les vignes basses qui sont prêtes en premier, et puis viennent le temps des Hautes-Côtes. Parfois, nous laissons une semaine entre les deux pour récolter à maturité dans les Hautes-Côtes de nuit. Mais ces dernières années, nous observons que le fait qu'elle soit en vigne haute, à savoir donc un palissage qui monte à 2 mètres 20, rattrape quelque peu l'écart qu'il y a entre les deux. Entre les vignes basses et les vignes hautes, donc nous avons exactement la même méthode, on va dire, de culture. Ce qui va changer, ça va être le type de matériel. Dans les vignes hautes, nous allons avoir des tracteurs légèrement plus gros, dits des tracteurs vergers, quand dans les vignes basses, nous sommes avec des enjambeurs qui enjambent les rangs de vignes. Les vignes hautes sont plantées à 2,60 m et puis 80 cm entre chaque pied. Et les vignes basses, elles sont plantées à 1,10 m et puis 90 cm entre chaque pied. La vinification se veut traditionnelle. Nous travaillons avec des cuves en béton. Les raisins donc, sont égrappés, conservés au froid pendant entre 7 et 10 jours, le temps de faire toute la récolte. Et une fois que la récolte est toute rentrée dans la cuverie, à ce moment-là, nous commençons la vinification. La fermentation se fait, on va dire, sur à peu près une semaine. Et puis donc derrière, nous gardons les raisins encore une bonne semaine en cuve, de manière à être sûr de ne pas avoir de problème de sucre résiduel dans les vins. Donc les remontages en vinification s'effectuent au départ, puisqu'ils vont permettre d'apporter ou non de l'oxygène aux levures, de manière à ce qu'elles croient et qu'elles soient de plus en plus, on va dire, vigoureuses pour pouvoir tenir jusqu'au bout de la fermentation. Et puis ensuite interviendra le pigeage qui lui va extraire également les sucres encore contenus dans les baies non touchées, en tout cas non éclatées. Voilà, donc le pigeage aura aussi cette utilité qui, en fin de fermentation, délivrera un maximum, les sucres encore présents dans les pots, de manière donc à prolonger finalement la durée de vie des levures et donc avoir un maximum de gras qui se formera, puisque là encore, les levures en fin de vie auront tendance à créer le plus de gras. Voilà. Donc le pigeage donc, qui permettra aussi une stabilisation de la couleur, puisque il faut extraire par des moyens mécaniques pour que la couleur sorte des baies. Nous sommes partisans on va dire un interventionnisme modéré dans l'extraction, c'est-à-dire un arrosage ou un pigeage par jour. Voilà, les cuves sont très peu touchées. On va dire qu'on cherche à les garder le plus longtemps possible en cuve béton, mais à ne pas chercher l'extraction trop importante qui risque de faire des vins trop durs. Voilà, donc nous cherchons à avoir les vins les plus gourmands et les plus souples possibles. Ensuite, nous allons au décuvage, nous allons les garder au froid pendant une dizaine de jours, de manière à ce qu'ils sédimentent bien. Et une fois qu'ils ont bien sédimenté, là, à ce moment-là, nous les descendons en fût. La petite particularité se trouve sur le fait que nous achetions les fûts en avance, c'est-à-dire que nous achetons notre propre stock de bois qui sèche et mûrit donc à la tonnellerie pendant 48 mois. Par ce fait, cela nous assure d'un roulement régulier de fûts qui aura passé 48 mois en séchage, donc qui aura connu à la fois la pluie, le vent, et qui aura, avec une chauffe adaptée, ne marquera pas le vin qui sera à l'intérieur.
Donc beaucoup finalement d'usage de fût neuf, puisque du Vaune romanée jusqu'au Richebourg, nous faisons actuellement 100% en fût neuf. Donc ce qui est une part importante de fût, ça fait une grosse rotation quand même chaque année. Donc il reste 12 mois. Ensuite, il fera 4 mois en cuve à la suite de ça, donc 4 mois en cuve inox. Après, le vin sera filtré, puis mis en bouteille au mois de février-mars. Donc le blanc, quant à lui, il est travaillé un petit peu comme un rouge, puisque nous le réceptionnons, nous effectuons une macération pelliculaire, donc c'est travaillé un petit peu dans la même vision qu'un rouge, à savoir que nous le gardons 24 heures à 48 heures donc avec les pots dans une cuve, et à la suite de ça, donc il est décuvé, pressé et ensuite débourbé donc pour être clarifié. Et ensuite, nous le descendons à très basse température de manière à avoir une fermentation qui, en fût, sera la plus longue possible. Voilà, donc plus vous allez avoir une fermentation longue, plus vous aurez de gras, puisque finalement bah, vous aurez des levures qui vont travailler en douceur et qui vont patiner, donc faire beaucoup de glycérol, beaucoup de gras, donc ce qui va participer après au style du chardonnay que nous travaillons au domaine. Après, c'est 12 mois également en fût, donc avec une proportion de fût neuf qui va être très variable, mais ça restera 12 mois et ensuite, au même titre que les rouges, ça passera 4 mois en cuve inox, juste avant d'être filtré, puis mis en bouteille également au mois de février-mars. Donc tous les vins qui sont produits au domaine sont vinifiés exactement de la même manière. Donc le soin apporté pour chacune des cuvées est exactement le même. Ce qui va différer un tout petit peu, bah, ça va être le passage dans les fûts, à savoir que du Vaune romanée jusqu'au Richebourg, on sera en 100% fût neuf, et puis l'année suivante, ce sera les appellations régionales, c'est-à-dire les Hautes-Côtes de Nuit, les Bourgognes, qui seront donc la deuxième année dans ces fûts. Et puis, bien souvent, donc la troisième année, nous conservons encore les fûts pour les passer aussi également dans les Bourgognes, les Hautes-Côtes de Nuit. Et voilà, donc nous avons un parc on va dire, de fûts qui tourne assez vite et qui n'est pas vieillissant. Voilà, le but recherché, bien évidemment, c'est que l'aspect que comment dire, le terroir de chaque vin ressorte naturellement, c'est-à-dire sans faire une vinification différente, sans apporter des choses différentes. Voilà, que ce soit à la vigne ou en vinification, le travail effectué est exactement le même. Donc Chemin des Moines de Verger, c'est une vigne qui a été plantée en 2 années, en 2014 et 2015. 2018, c'est le premier millésime où il y a eu ces 2 parcelles dans un seul vin. Les 2 parcelles se trouvent exactement au même endroit, mais étant donné la superficie de la vigne qui est de 3 hectares 80, nous avons planté nous-mêmes les pieds de vigne, donc nous ne pouvions pas planter 3 hectares 80 sur une année. C'est ce pourquoi nous avons préféré la planter sur 2 années, et du coup pouvoir s'en occuper au mieux. Le sol en lui-même a été préparé en 2013. Donc en 2013, il y a une grosse préparation du sol qui a été faite, de manière à ce qu'il y ait un enracinement qui se fasse pour avoir une longévité de la vigne. Le type de sol est assez similaire à celui que nous avons ici, à savoir argilo-calcaire, bien que nous ayons une proportion de limon qui soit plus importante. Donc ça, c'est
c'est la spécificité de ce lieu. Le lieu est en vin de France, donc il ne bénéficie pas d'appellation d'origine. Euh, c'est un lieu qui néanmoins se trouve à 600 mètres à vol d'oiseau de la Tâche, donc qui est très proche en tout cas de Vaudremanie. L'altitude est quant à elle plus se rapproche des Hautes-Côtes de Nuit puisque nous sommes à 400 mètres d'altitude, donc ce qui explique le fait que nous ayons choisi l'option de planter cette vigne en vigne haute, donc à savoir 2,60 m entre de largeur et puis 80 cm entre chaque pied. Tous les plants de vigne qui ont été sélectionnés, donc qui sont au nombre de 15 types de clones différents en pinot noir, donc qui vont donner finalement un visage propre à cette vigne. Ça nous donne des petits raisins, donc des petits raisins avec peu de rendement et une concentration qui est assez marquée. L'âge de la vigne pour le moment c'est un peu un bébé, donc ça donne des raisins très concentrée. Après, dans le futur, elle va donner des raisins un tout petit peu plus gros et donnera donc du coup un petit peu plus de volume par la suite. Donc le Clos Vougeot, qui est une parcelle, en tout cas notre parcelle, la parcelle que nous exploitons fait 1,55 hectare. Donc c'est une grosse parcelle, c'est notre plus grosse parcelle en grand cru, qui se trouve donc idéalement placée puisqu'elle se trouve dans la partie supérieure du Clos Vougeot, ce qui fait que les nuits d'été, même si ça se rafraîchit un petit peu autour, le fait qu'elle soit dans un clos fait qu'il y a un rayonnement qui opère aussi la nuit et qui favorise un mûrissement plus rapide. La particularité de ce Clos Vougeot, donc c'est qu'il se trouve juste à côté du château. Donc c'est vrai que travailler dans ce lieu et vendanger les raisins dans ce lieu, ça confère un charme particulier. Donc le Richebourg, qui se situe dans la partie Richebourg ou Verroy, donc c'est un secteur qui est géographiquement orienté nord-est et qui du coup est un secteur plutôt frais. Donc c'est une parcelle qui fait 68 arts. Donc aujourd'hui c'est notre haut de gamme. Donc ce que je disais justement à l'instant concernant le Clos Vougeot, le Clos Vougeot a tendance à être toujours plus mûr que le Richebourg. Donc c'est-à-dire que dans la jeunesse, le fait de déguster un Clos Vougeot, le Clos Vougeot est parfois plus charmeur qu'un Richebourg. Par contre, dans le temps, le Richebourg bénéficie d'une allonge beaucoup plus importante parce que la composition du sol est différente et le positionnement géographique fait que ça fait des vins de garde encore d'une autre stature. Voilà, c'est cette partie-là. Nous, notre parcelle, elle commence d'ici. Elle commence là. Jusqu'au mur. Donc le sol qu'on a ici dans les Richebourg, donc comme tous les grands crus et les premiers crus, il provient de la roche, donc qui était autrefois au-dessus de nous et qui était sédimentée, donc avec les pluies pendant des millions d'années, et qui est arrivée finalement ici, puisqu'elle était sédimentée et transformée en terre. On recherche à avoir des vins friands, gourmands
plaisants dans leur jeunesse, voilà, et qui également sont amenés à pouvoir vieillir, parce qu'aujourd'hui, c'est sûr que si vous conservez un vin, le but étant de se faire plaisir également dans 20 ans, dans 30 ans, mais il doit aussi quelque part réussir à être agréable dans sa jeunesse. Enfin, nous, c'est un petit peu notre vision et notre manière de concevoir en tout cas le vin. Donc concernant les vins sans sulfite, donc qui ont été faits au domaine, à savoir sur 2016-2017, donc c'était un gros challenge pour nous, parce que le but étant de minimiser au maximum depuis des années l'utilisation des sulfites dans les vins, de manière à avoir un produit qui soit le plus pur possible. Donc nous sommes arrivés en 2016 et 2017 à parvenir à faire des vins sans sulfite. Nous avions les conditions optimales pour pouvoir le faire, à savoir une cave extrêmement fraîche toute l'année, donc qui nous a permis de réaliser ces deux millésimes sans sulfite. En 2018 et 2019, les maturités étaient très importantes. On a eu des étés extrêmement chauds, donc il en ressort forcément des vins avec une teneur en alcool importante, et une quantité de micro-organismes, une concentration en micro-organismes importante également. C'est pour cela que nous avons fait le choix sur ces deux millésimes de revenir à l'usage des sulfites à une période bien spécifique. Alors la période, c'est après la fermentation malolactique, c'est-à-dire que les vins ne voient aucun sulfite jusqu'à la fin de la fermentation malolactique. Et c'est simplement à cette période, et au moment où la cave sortie de l'hiver, va dépasser les 15 degrés, que là nous allons sulfiter de manière à finalement amoindrir les effets des micro-organismes, parce que si nous ne faisions pas cela, des années qui sont très mûres, vous avez des pH qui sont très élevés, donc ça fait forcément des vins très soyeux, mais qui sont très difficiles à tenir dans la distance, qui nous permet ensuite de garantir au consommateur une faible teneur en sulfite en total, et avoir quand même une longévité qui soit éprouvée. Alors, le 2018, c'est une année parfaite pour un vigneron, puisque c'est une année où on a eu à la fois de la quantité et également de la qualité. Donc, on avait toutes les conditions météo étaient avec nous pour réaliser ce millésime. Une maturité qui était importante, et du coup qui nous a permis d'avoir des vins dans le style souhaité du domaine, à savoir des vins qui soient gourmands dans leur jeunesse, et qui soient faciles d'accès. Voilà, faire des vins sans détour, qui plaisent facilement. Ça, c'est vraiment une caractéristique de 2018. 2019 est un petit peu dans cette lignée, bien que ce soit moins une année favorable pour le viticulteur, puisque c'est une année qui est bien en dessous au niveau quantitatif. Par contre, la qualité était là, et avec une fraîcheur peut-être que n'avait pas 2018, en tout cas qui est plus marquée sur 2019. La problématique aujourd'hui, en tout cas qu'on observe en Bourgogne, c'est une forme c'est sur la pérennité, donc à savoir les structures, tant que les structures familiales de petite taille arriveront à tenir et ne seront pas, en tout cas, désirées par des grosses sociétés, et vous arriverez à avoir des produits de factures différentes, et avec des identités différentes. Et je pense que le challenge pour nous, ce sera de réussir à
à conserver une structure familiale et de manière à pouvoir toujours décider de la manière dont nous voulons travailler les vins. Et pour ça, bah, il faut quelque part avoir les mains libres et travailler le produit comme on l'entend, ce qui permet bien évidemment d'avoir ben, une mosaïque de producteurs importante qui chacun font apportent leur propre identité et du coup font forcément des vins qui au bout sont très différents et finalement ce qui s'ensuit, ben, c'est un choix pour le consommateur. Et plus on restera dans des structures familiales pardon, à taille humaine, et plus on arrivera à avoir des vins des vins complètement différents et qui sauront plaire au plus grand nombre. Alors les challenges dans le futur, bah, c'est au niveau de la production, c'est toujours d'améliorer le produit, que ce soit à la vigne, à la cave. Donc tous les ans, nous continuons de faire des petits ajustements en vinification de manière à essayer de progresser dans le sens où nous cherchons toujours à avoir des vins qui soient plaisants. Nous recherchons à conserver l'aromatique le plus longtemps possible et avec le moins de sulfite possible. Les petits ajustements, bah, ça va être l'utilisation de gaz neutres, à savoir l'azote. Donc les transferts, nous utilisons beaucoup d'azote pour protéger le vin de l'oxydation dans les transferts. Dans les investissements que nous allons faire, là actuellement nous avons, cela fait un an et demi que nous sommes en travaux pour faire une terrasse panoramique sur le toit de la maison avec vue sur les vignes, donc pour recevoir la clientèle, pour faire une pièce de dégustation face aux vignes et donc à l'inverse d'ici, hors sol. Alors ce qui a changé avec cette période particulière, c'est le rapport au temps. On a beaucoup plus le temps de faire les choses parce que forcément on est moins sollicité, moins dérangé. Donc on espère qu'on ne deviendra pas des ermites, mais en tout cas le temps de faire les choses est appréciable. Nous tenons à remercier nos clients japonais qui sont toujours aussi fidèles depuis 30 ans. Et ben, on espère que les vins qui suivront, les millésimes à venir, leur plairont toujours autant.